CD et son livret, 5 francs. Édition Atlas, l'émotion. Dune, un moment rêvé. Christian Dior. And you close your eyes. Shine on, stars in your eyes. C'est pas possible. Me faire payer ça, hein, dans votre couloir. Ce n'est pas une infiltration, ni un dégât des eaux. Problème d'humidité. Permettez. Ah, la preuve, avec l'absorbeur Rupson, cette pièce est sèche. Un bac, des cristaux, qui attirent l'humidité et la transforment en eau. Bravo. Avec Rupson, vous n'êtes pas prêt de me revoir. Absorbeur d'humidité Rupson et sa recharge. Vaincre l'humidité, seul Rupson vous l'assure. Avec Contrex, entrez dans la légende des top modèles. À 24 ans, Naomi est le top des top modèles. Les gens disent oui, mais les filles, avec tous les maquillages et tous les cheveux, c'est facile à être belle. Mais c'est vrai que quand on enlève tout, quand même ce qui reste, c'est pas mal. Découvrez-la au naturel, chez elle et au cours de ses nombreux voyages. La légende des top modèles, Naomi Campbell, dimanche, 18h55 sur TF1. Sur TF1, les fêtes de fin d'année pétillent avec Schweppes Indian Tonic. Je voudrais tout de suite vous proposer de découvrir ou de redécouvrir une extraordinaire histoire d'amour, de passion et de ténacité. C'est votre histoire, Emmanuel Belfroy et vous, Li Shuang. Li Shuang, vous avez été interné pendant près de 2 ans pour avoir osé aimer un diplomate français. L'affaire a fait grand bruit à l'époque. Vous vous êtes marié en France en 84 et depuis, votre histoire d'amour continue. Vous avez, je crois, 2 enfants et on se souvient tout de suite des événements en images. Li Shuang, ici présente, acceptez-vous de prendre pour époux Emmanuel Belfroy, ici présent? Oui. Leur liaison a dérangé le gouvernement chinois et perturbé les relations diplomatiques franco-chinoises pendant près de 2 ans, à partir de septembre 1981, quand Li Shuang fut arrêté par la police secrète chinoise. Dans ses oreilles de jeunes mariés résonne sans doute encore la sentence chinoise. Li Shuang, citoyen chinoise, a enfreint la loi. Elle s'est vue infliger 2 ans de rééducation par le travail. En juillet 83, au bout de 20 mois de détention, Li Shuang obtient une libération anticipée après plusieurs interventions du président Mitterrand et le 27 novembre dernier, Li retrouve enfin Emmanuel à Paris. De l'opinion publique et de la presse, je n'aurais sans doute jamais retrouvé Li Shuang. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, M. Belfroy? De me marier et d'être heureux. C'est aujourd'hui chose faite, et cela juste au moment des fêtes du Nouvel An chinois. Vous n'aviez jamais revu ces images? Non, non. Un peu d'émotion, forcément. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Alors, on l'a dit, c'était donc interdit en Chine qu'une Chinoise fréquente un étranger. Donc, dans quel endroit vous pouviez vous rencontrer? Et est-ce que vous aviez conscience, l'un et l'autre, des risques extraordinaires que vous avez pris, puisque Li Shuang vous avez fait 2 ans de prison à cause de cela? On s'est rencontrés toujours cachés, cachés le soir, telle heure précise, très souvent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 10 heures du soir.
Il dit, ben, 10h40, et je suis dans quel endroit, et il va falloir que tu aies avancé comme ça, tout doucement, semblante comme un piéton. Et je viens avec ma voiture, la porte à peine fermée, et comme ça, je rentre. Et... Donc ça manquait pas de charme, mais il y avait vraiment des risques. Vous saviez que vous pouviez aller en prison pour ça? Non, en prison, je ne savais pas, mais je savais que c'est dangereux. C'est un choix. Je dis, quand on a 23 ans, on aime quelqu'un, c'est romantique. Et vous allez aller en prison. Quelques semaines avant votre mariage, vous êtes donc interné. Comment se sont passés ces presque 2 ans d'internement? Je dis, c'est un choix, c'est-à-dire ils m'ont fermé pendant à peu près 3 mois. Uniquement pour demander, il va falloir, vous faisiez une lettre pour dire c'est fini, il n'y a plus d'histoire d'amour, et tout est terminé, et une lettre est signée. Bon, j'avais refusé, bien sûr, je dis toujours non. Bon, je ne suis pas une fille agressive, mais j'ai ma façon. J'ai ma façon, c'est-à-dire je fermais la bouche, je ne dis plus rien. Et il me criait 3-4 personnes pendant 3 heures, je ne dis pas un mot. Ah bon, ça l'énerve, la police. Bon. Vous avez été détenu de quelle façon? Je crois dans des conditions plus rudes que les autres, peut-être pour cela? Ils m'avaient fermée seule, dans une chambre. Voilà, j'ai passé 2 ans. Toute seule dans... Ça a été dur. Et vous aviez des nouvelles d'Emmanuel? Non plus. Voilà, j'ai pas de nouvelles parce qu'au début, il me supprimait des visites. Donc vous ne saviez pas que pendant ce temps-là, Emmanuel soulevait ciel et terre pour tenter de vous faire sortir de prison, et surtout qu'il pensait toujours à vous? Ce que je ne savais pas, c'est ce qu'il fait précisément des choses. Mais je crois quand même il existe des pressentiments. Et aussi, tout à l'heure, je parlais des confiances, c'est-à-dire j'ai confiance à lui depuis au début. Voilà, j'ai confiance. J'ai vraiment gardé confiance. Et en même temps, bon, bah, je regardais les yeux de mes parents. Bon, bah, les yeux, ça peut parler. Hein. Et je sens, ils m'aiment encore. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, je n'ai pas très bien compris, mais si monsieur n'avait pas été ce que je considère comme quelque part chevaleresque, et s'il n'avait pas été au fond de ses sentiments, que serait-il passé? C'est-à-dire que si monsieur avait fait comme la majorité malheureusement des hommes, on dit bon ben tant pis, dans le fond, et puis repartir vers la France, que serait-il passé chez madame? On l'aurait libéré ou on l'aurait fait ces 2 ans quand même? C'est peut-être le goulag pour l'éternité. Hein. Non. Elle aurait pu disparaître parce que de toute façon elle était devenue un personnage désagréable pour le régime. Et si le problème avait été le contraire? Vous, 2 ans de prison. Ah, mais moi, jusqu'à l'an 2000, je l'avais jeté à rester en prison. 11 ans se sont passés depuis le mariage, vous l'avez dit, 2 enfants, une histoire d'amour qui continue. Mais je voudrais qu'on remonte un peu le temps et que vous me disiez comment s'est fait votre première rencontre. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous vous êtes dit bah oui, ça va être l'homme de ma vie? Et pourquoi d'ailleurs? Bon, peut-être moi j'ai gardé mes souvenirs, peut-être lui c'est différent. Enfin, pour moi, c'est à l'époque, je suis peintre, artiste peintre. Nous étions un groupe d'artistes s'appelle Les Étoiles, et nous étions 10 personnes et il y a 9 garçons. Ouais, je suis la seule fille. Et alors vous l'avez vu quand même? Je l'ai vu, c'est vrai, je l'ai vu, mais avec une autre Française. et bon, bah, au début, je n'ai pas pensé du tout. Je n'ai pas pensé du tout. Il dit, mais c'est pas mon genre, je ne veux pas parler avec les étrangers. Bon, alors, il vous a plu? Bah oui. Oui. Elle dit oui. Ce que je sens. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est quelqu'un de confiance. Et vous, Emmanuel, en 2 mots, vous vous souvenez ce que vous avez pensé la première fois que vous avez rencontré Li Shuang? Vous vous êtes dit, ce sera la femme de ma vie, ou quand même pas si vite? C'est quand même une sorte de coup de foudre. Disons que ça s'est dessiné en 1 mois à peu près, hein, notre mariage. Mais ça s'est passé dans une galerie de peinture. Et j'ai d'abord été attiré par des toiles, et en particulier des gravures sur bois. Je ne savais pas que c'était Li Shuang, hein, mais c'est vrai que quand
on me l'a présenté, on m'a présenté l'auteur de ses œuvres, je l'ai quand même reconnu parce que je l'avais aperçu. Et elle avait toujours ce petit regard un peu qui fascine chez les femmes lorsqu'on sent un mystère. Et donc c'est comme ça que j'étais déjà finalement attiré. Et très rapidement, je me suis déclaré. Et à ce moment-là, c'était le mariage tout de suite. Place maintenant aux gens du mois avec Marina Picasso. Je voudrais rappeler que vous êtes la petite fille du peintre, de Pablo Picasso. Pour quelles raisons vous consacrez votre énergie, votre fortune aux plus déshérités? Est-ce que c'est uniquement de la générosité? Premièrement, je pense d'abord que j'ai une nature généreuse, mais j'ai eu une histoire difficile. Et comme le disait Alain Delon tout à l'heure, je crois que la petite enfance, c'est hyper important. Souvent, on a des parcours difficiles et il vous reste des traces. Et un jour, vous décidez de faire quelque chose et c'est pas sans raison. C'est une chose de positive, donc je trouve que c'est très bien. Je me pose pas trop la question, je crois que j'avance et je fais des choses. Alors, ces parcours difficiles, peut-être en un mot, dire que vous n'avez pas toujours été riche non. Et que vous avez parfois été mise à l'écart de votre famille. Oui, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai passé la moitié de ma vie dans la misère et l'autre partie très riche. Pour mieux comprendre votre action, je vous propose de regarder ces extraits du magazine Reportage. Le commentaire est de Muriel S. Il y a dans le regard, la voix et la démarche de Marina Picasso l'expression douloureuse du sentiment tragique de la vie. Mais la petite fille légitime et héritière du peintre a su conjurer le sort. Il y a 5 ans, elle mettait son nom, son énergie et sa fortune au service de la cause des enfants déshérités du Vietnam. Déjà mère de Flore et de Gaël, elle décidait d'adopter 3 enfants vietnamiens, Mai, Florian et Dimitri, qu'elle élève seule dans la villa héritée de son grand-père à Cannes. Je pense sans prétention être d'une nature généreuse et ça me fait énormément plaisir d'avoir sauvé 2 enfants et j'en aurais pris même davantage. Et je ressens les choses comme ça et je me pose pas trop de questions, mais je peux apprécier d'avoir une fortune, mais je n'oublie pas le reste. Pour ce Vietnam qui lui a donné 3 de ses enfants, Marina Picasso éprouve un attachement tout particulier. La détresse des 22 000 gamins qui courent les rues de Saigon sans ressources l'a émue au point d'offrir à des centaines d'entre eux le village de la jeunesse. 1500 de ces enfants errants sont recensés dans les orphelinats de la municipalité. Et pour être reçus à la fondation, ils doivent être totalement abandonnés. Ce que voulait Marina pour ces orphelins, un lieu, une structure, un accueil le plus proche possible du milieu familial. D'où le choix de maisons individuelles. À leur tête, des jeunes femmes prenant soin d'une dizaine d'enfants, comme pourrait le faire une mère. Les âges allant de quelques semaines à la majorité. J'ai trouvé logique, puisque j'allais avoir dans ma famille 2 enfants auxquels j'allais donner mon nom, de m'occuper en priorité de ces enfants, ce qui n'exclut pas dans l'avenir que je m'occupe d'autres enfants d'autres pays. Parce que la misère des enfants est identique partout et j'aime les enfants dans tout le monde et de toutes les couleurs. Marina Picasso, en offrant une issue de secours à ses enfants perdus, a sans doute aussi rendu un sens à sa propre vie. Comment ces enfants vous appellent? Parce que je sais que vous allez souvent à Saigon, bien sûr, vous en occupez directement. Oui, ils m'appellent maman. Et c'est à la fois émouvant et étonnant d'avoir autant d'enfants. C'est une extraordinaire récompense. Oui, de les voir vivre, évoluer et progresser, oui. Et d'apaiser un petit peu leur douleur, oui, c'est une grande récompense. Vous êtes extrêmement modeste, mais je sais que vous êtes sur le terrain, que vous avez une part active, vous n'êtes pas là que pour donner votre soutien moral. Non, je ne pense pas être modeste, mais quand on est dans un pays comme le Vietnam, on sait que c'est un pays qui a souffert, on sait que c'est un régime extrêmement dur, et qu'au fond, le mot liberté n'existe pas. Donc avoir eu, entre guillemets, le culot de créer un village et puis d'en avoir une autonomie totale pour la gestion, je trouve que ça c'est assez extraordinaire et il fallait vraiment vouloir sauver les enfants et les aimer pour y arriver. Et nous avons réussi, je trouve ça
merveilleux pour eux. Nous aussi, on trouve ça merveilleux. C'est un peu un coup de chapeau qu'on a envie de vous donner. Est-ce que cette action que vous menez depuis plusieurs années a modifié votre vie, l'a rendue sûrement plus belle? Oui, elle l'a enrichie, elle a pensé certaines plaies de mon passé et au fond, ça m'a permis d'utiliser une partie de la fortune que m'a laissée mon grand-père pour faire du bien. De quoi avez-vous le plus besoin maintenant? Dans votre combat, dans l'action qui continue, car vous continuez? Non, sans aucun narcissisme. Je n'ai besoin de rien puisque je le fais personnellement. Mais c'est vrai qu'on aimerait entraîner d'autres personnes dans ce mouvement, mais chacun a son chemin et chacun ressent la vie comme il veut. Je voudrais terminer cette séquence avec l'histoire d'une photo. Cette photo que vous allez découvrir ou redécouvrir, pour certains, a été prise en mai 68. Elle a fait le tour du monde et on a eu envie de redécouvrir ou de découvrir la jeune femme qui devint le symbole de ce mouvement. En fait, on la prenait pour Jeanne d'Arc et elle était britannique et top modèle. Reportage Carole Rousseau. Le hasard aime parfois taquiner le destin. Caroline de Bendern, jeune aristocrate anglaise, en a fait l'expérience. Ce mannequin de 28 ans est devenu, le temps d'une photo volée, la plus célèbre des inconnues. Elle se souvient du 13 mai 68. Enfin, j'ai pas fait grand-chose. Tout ce que j'ai fait, c'est brandir un drapeau. J'avais jamais fait une manifestation. Puis les amis ont dit, viens, on va faire ça. Et puis j'ai dit, tiens, bon, j'y vais. Hein. J'ai dit, je vais me faire porter, ça va être bien. Puis tout à coup, il y avait des photographes tout autour. Il fallait que j'assure. À un moment, j'ai eu une grande émotion. Je pensais bien sûr à la guerre du Vietnam, parce que je tenais le drapeau du Vietnam, et je pensais à la liberté. Celle qui fut l'amie d'Andy Warhol reste l'un des symboles de mai 68. Si sa photo a fait le tour du monde, Caroline n'a pourtant pas touché un centime. Elle a même perdu plusieurs millions. Je suis une aristocrate anglaise, et j'ai été éduquée dans ce sens-là. Et mon grand-père avait déshérité mon père parce que lui, il a épousé une roturière. Et alors, moi, j'étais sa favorite. Après, il y avait le drapeau. Et ça, c'était la goutte qui débordait de la vase. Et il n'a pas tellement apprécié. Et alors, il m'a déshérité. Enfin, j'étais plus sa favorite. Il est mort en 69. Si je m'étais tenue un peu peinard, je serais peut-être moins fauchée qu'aujourd'hui, quoi. Ma vie a pris une autre tournure. J'avais très besoin de culture. Je pense que je préfère la vie que j'ai eue. Aujourd'hui, j'écris des livres pour enfants. Je dessine, j'invente des personnages et j'écris des histoires. Je voudrais finir notre émission avec vous, Alain Delon. On parlait du métier, mais cette fois-ci, je ne voudrais pas parler du métier de comédien, mais plutôt ou plus exactement, du métier de comédien et non pas d'acteur, car je crois que vous avez des projets de théâtre. On regarde d'abord quelques images. C'était dans les coulisses des Césars, dans les coulisses du Festival de Berlin. C'est Cyril Viguier de la 5e chaîne qui vous a tourné de ces images brutes. On en a fait un petit reportage. On le découvre ensemble. Delon est un garçon multiple, complexe, pluriel, mais Delon est d'abord une star internationale choyée à l'étranger. Invité à Berlin en début d'année pour un hommage à sa carrière, c'est le mythe que la presse et la ville étaient venus accueillir en force. En 87 films, Delon a tourné avec la crème de la crème des metteurs en scène, un enrichissement personnel que ce jeune homme de 60 ans, reconnaissant, apprécie à sa valeur exacte. Ce qui a beaucoup plus compté dans ma vie, et dans toute ma carrière, et dans les 87 films que j'ai faits, c'est les rencontres. Alors j'ai d'abord rencontré des êtres, rencontré des gens exceptionnels, soit Visconti, Clément, Antonioni, Lauzet, Melville et d'autres, Blier, j'en passe. Et le film vient après. Quelques semaines après, Delon le professionnel, Delon le perfectionniste répétait avec sérieux la 20e cérémonie des Césars, 100 ans de cinéma, dont il était une manière de parrain. Mesdames et messieurs, l'antenne dans 2 minutes. Dans 2 minutes, l'antenne.
assume son rôle comme le reste de ses actes, ce qu'il est aussi. Fragile et fort, insoumis et solitaire, angoissé et écorché, Delon avec ses contradictions, ses excès, Delon qui génère la passion ou l'agacement, un artiste, tout simplement. J'aime bien ce que cette dame dit, j'aurais conclu Muriel, j'aurais dit un homme, tout simplement. Parlons théâtre, parce que je crois que le projet à venir qui vous tient à cœur, c'est le théâtre. Ça fait fort longtemps que vous n'étiez pas monté sur une scène. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a décidé à faire du théâtre, puisqu'il s'agit de théâtre pour le mois de septembre, je crois, l'année prochaine. Je vais être très bref, parce que ce n'est pas notre propos quand même. Ah, ça nous intéresse quand même, c'est un événement. Je ne vais pas ennuyer tout le monde, c'est un événement, je l'espère. Non, il y a très longtemps, j'ai eu la chance de jouer 2 fois au théâtre, il y a très longtemps sous la direction de Visconti, et plus tard, en 68, la dernière fois, sous la direction de Raymond Rouleau, 2 grands metteurs en scène, vous le savez. Et je voulais une pièce moderne, je voulais une pièce contemporaine, donc inédite, évidemment, d'un auteur français de préférence, et j'ai trouvé tout ça. Voilà. Alors, une pièce à 2 personnages. Alors, une pièce à 2 personnages, c'est une pièce de Éric Emmanuel Schmitt, à qui nous devons Les Visiteurs, et que j'aurai la chance, j'espère, et l'honneur de créer en septembre. J'ai surtout le bonheur d'avoir un partenaire exceptionnel, sûrement le plus grand, l'un des plus grands, sinon le plus grand, que je considère un petit peu comme l'héritier au théâtre de Gérard Philippe, qui est Huster, Francis Huster. C'est un peu la rencontre du théâtre fondamental et du cinéma que je suis, et c'est ça qui fera aussi la fascination sûrement de cette rencontre. Je voudrais qu'on termine cette émission avec une petite surprise qu'on vous a faite, c'est la seule. Encore une surprise, vous Non, voyez, c'est la seule, la vraie. Celle-là était assez charmante. Ornella Muti avait envie de vous souhaiter, à vous Alain Delon, un joyeux Noël. Ça me fait dispiacere, c'est que je ne vois pas Alain, que c'est quelqu'un qui, pour moi, représente quelque chose de très, très important dans ma carrière. C'est le premier grand acteur que j'ai travaillé avec. Il m'a donné un moment spécial parce qu'il m'a traité vraiment avec une douceur, une tendresse que je ne m'expectais pas d'un grand acteur comme lui. C'était un rêve pour moi de rencontrer Alain Delon. Et c'était un... It would have been. Ça aurait été un très, très grand plaisir pour moi d'être là. Je ne peux pas, I'm sorry, mais je vous souhaite à Alain un joyeux Noël et à toute la France. Elle est très belle, très touchante, très charmante, magnifique. Voilà, joyeux Noël à vous tous, à tous mes invités. Je vous remercie infiniment d'avoir essuyé les plâtres de cette première émission. Merci Alain Delon, merci Gareth Mulder, merci Marina Picasso. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année à venir, pour ce Noël qui vient? Je crois que moi, personnellement, il faut rien souhaiter, mais il faut peut-être souhaiter aux Français que les choses s'arrangent. Eh bien, on avait décidé de ne pas en parler, mais nous, on a eu envie de dire ça va vraiment bien et il faut que ça aille vraiment bien. Excellente fin de soirée sur TF1. Je vous retrouverai le 26 janvier prochain. Bonsoir. Sur TF1, les fêtes de fin d'année pétillent avec Schweppes Indian Tonic. Dans un instant, soirée diapo. On va se payer une petite tranche de vacances. Numéro 5. Numéro 5. Numéro 5 de Chanel. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. Numéro 5. L'année prochaine, j'arrête d'harceler mes parents. Allez, j'arrête d'essayer d'emprunter la 106 de ma femme. Ma chérie, l'année prochaine, on fera mieux que Peugeot.
on prêtera nos 106 à nos maris. J'arrête de frimer avec ma 306. On arrête de se prendre pour des humains. Et moi, je deviens honnête. On a tous quelque chose en nous de RTL présente Johnny Hallyday, Parole d'homme. La rencontre entre un artiste exceptionnel et deux compositeurs de talent, Michel Berger et Jean-Jacques Goldman. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets. Ils ont écrit pour lui des chansons qui sont devenues des classiques. Johnny Hallyday, Parole d'homme. 21 chansons écrites par Michel Berger et Jean-Jacques Goldman pour Johnny Hallyday. Une histoire d'homme et d'amitié. Baisse de forme, coup de fatigue. Prenez la Roche-Corbine. La Roche-Corbine, je vous la forme. La Roche-Corbine est un médicament. Du fusil automatique à l'express à platine, Tréchasse vous dévoile les secrets de fabrication des meilleurs ouvriers de France. Pour le choix de vos armes, suivez les conseils des plus grands professionnels dans la cassette vidéo Les armes de chasse et de collection. Duracell crée Duracell Titan Active. Les seuls piles au monde à utiliser la technologie Titan. Elle dure vraiment plus longtemps. Nouvelle Duracell Titan Active. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de la péricube. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de la péricube. Apéricube la vache qui rit, le fromage de l'apéritif. Attention, pour 2 films 600 Polaroid achetés, maintenant un 3e gratuit. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu ne quittes pas ton ordinateur. Eh oui. Même le dimanche, tu travailles. Oui. Tu devrais laisser tes étudiants faire ça et venir au marché avec moi. Non, j'ai du travail. Alors à tout à l'heure. RTL présente Daniel Balavoine, L'Essentiel. Je te veux si tu veux de moi. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Les juges et les lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Je ne suis pas un héros. L'Essentiel, la compilation de Daniel Balavoine. Sculpture Homme, le nouveau parfum Nikos. Rejoins Jérémy pour un drôle de Noël et deviens le plus fort avec Croustibat de Findus. Pour la soirée du réveillon, TF1 vous offre un merveilleux conte de Noël. Viens, Jérémy, le Père Noël t'attend. Drôle de Noël pour Jérémy. En compagnie de Lio, la bonne fée, partez pour un voyage extraordinaire au pays des rêves et des chansons. Vous y ferez des rencontres aussi fabuleuses qu'inattendues. Drôle de Noël pour Jérémy. Un conte de Noël pour toute la famille, dimanche 20h45 sur TF1. Samedi, pour tout savoir sur toutes les stars, Écho de Stars. Pour les fêtes, Yannick Noah raconte les Noëls de son enfance. Il est d'accord, le Père Noël. Et Marlène se repose en famille. J'ai cherché mamie pour déjeuner. Après la consécration suprême, Miss France 96 rentre au pays. Michel Mercier, les plus beaux souvenirs de l'éternelle Angélique. Avec les confidences d'Ornella Muti et de la Comtesse de Paris. Retrouvez toute l'équipe d'Écho de Stars samedi à 18h30 sur TF1. Bon, allez, installez-vous bien, ça va commencer. On va se repayer une petite tranche de vacances, là. Puis cette année, il n'y en a pas une de flou de photos, hein. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cheveu, là? Bon, ça va être la suivante, vous allez voir. ça va comme... Non, alors non, je crois que c'est juste celle d'après. Oui, ça y est, ça va commencer!
Salut à tous. Là, vous êtes devant votre télévision et c'est pas moi que vous regardez. Vous regardez le ciel, le soleil et la mer. Et c'est normal parce que ça vous rappelle vos vacances. Faut dire que vous les avez attendues, hein. Vous avez bossé toute l'année et puis un jour, le jour J est arrivé. Avec un J comme joie, comme jubilatoire, comme j'arrive. Eh bien, aujourd'hui, c'est fini. A pu les vacances, elles sont derrière avec un D comme dommage, comme déjà loin, comme déprime. Mais pas de panique. Pendant que vous bronziez, nous, on était là. On vous a suivi partout en France pour faire de Soirée Diapo le film de vos vacances. Il y aura des reportages, des documents, des sketchs, des surprises, des reportages, des documents et des surprises. Vous aimez les surprises, monsieur? Ouais, pourquoi? Parce qu'il y aura des surprises. Et pour commencer, une petite charade. Mon premier est une voiture. Mon deuxième est une voiture. Mon troisième est une voiture. Quel est mon tout? Il était une fois des gens qui partaient en vacances. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Et oui, quand l'école est finie, c'est les vacances qui commencent. Et ça commence par quoi? Par ça. Par choc contre pare-choc, tu transpires, tu t'énerves, tu croyais que pour arriver le prix à payer c'était de faire la queue sur l'autoroute, eh bien tu t'es fourré le doigt dans l'œil. Parce qu'une fois arrivé en vacances, ça continue. Pour aller faire trempette, faut garer la tuture. Pour manger, faut remplir les caddies. Il y a des embouteillages, mais t'es en vacances. Alors je t'en supplie, arrête de te plaindre. 14 heures de queue sur la route, il faut faire la queue pour faire les courses. On est en vacances, il faut que faire la queue. Mais c'est pas fini. Tu veux téléphoner pour dire que t'es bien arrivé mais que la location est à 60 bornes de la mer, eh bien ça bouchonne. Tu veux faire chauffer la carte bleue parce que les vacances ça coûte bonbon, manque de bol, ça coince. Pour une demi-baguette, même si la boulangère est charmante, t'es dans le pétrin. Tu veux envoyer une carte postale au boulot, histoire de failloter auprès de ton chef de service? T'es pas seul à vouloir de l'avancement. Mais le plus beau, c'est que même pour un moment de solitude, il y a foule et ça énerve. Même si t'es bon vivant, jovial et décontracté. Oh. Putain, il y a un quart d'heure pour faire la queue pour pisser. Là, il faut que je passe encore à la banque. Il faut que je passe chez le boulanger. À la poste, si c'est le même beans, je suis pas fini dans la plage. Mais à la plage, c'est le même beans. Tu veux prendre une douche pour enlever le sel de ton maillot, d'autres ont eu la même idée. Bouchon. Tu vois une belle gonzesse, tu penses que t'es tout seul? T'es pas tout seul. Embouteillage. T'achètes un esquimau pour faire plaisir au fiston. Dis-toi que t'es pas le seul à avoir des gosses. Tu vois un mec, tu crois que t'es toute seule. T'es pas toute seule et c'est à la queue leu-leu. Et si sur l'eau tu pensais être peinard, je peux te dire une chose, c'est que même sous l'eau, c'est le cauchemar. Alors, comme on parle de vacances, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a toujours un moment où on arrive. C'est le moment où on ouvre sa valise pour mettre son maillot. Vous l'avez ouverte, votre valise, vous? Ah oui, puisque j'ai mon maillot. Pour Soirée Diapo, nous allons suivre 3 familles. L'une dans un camping, l'autre dans un palace et la dernière à la campagne. Vous allez voir, ils sont plutôt mignons et sympathiques, ce qui tombe bien puisque nous allons les suivre pendant toute l'émission. Mais commençons par le début, et le début, c'est le début. Il était une fois des vacanciers qui arrivaient. Monique est une mamie gâteau. Elle va s'occuper de ses petits-enfants pendant 3 semaines. Comme chaque année, les parents préparent la maison avant de lui laisser les bambins en pension. Mes parents arrivent demain pour prendre en charge les 6 petits-enfants de la famille. Donc on va profiter du calme de l'heure du déjeuner pour aller faire les courses, car ils vont être 8 personnes pendant 3 semaines. Puis on va préparer un peu de cuisine pour que quand ils arrivent demain, il y ait un déjeuner, qu'ils n'aient pas le souci du dîner du soir, voire même du déjeuner du surlendemain. Et puis après, bon, ben, ils l'ont voulu, ils les ont, hein, ils se débrouillent. Et ben voilà. Mais dites donc, j'ai jamais eu un tel accueil, c'est extraordinaire ça. Gérard et Véred sont amoureux. Pour célébrer leur amour, ils vont se la couler douce pendant 10 jours dans un palace. Attention s'il vous plaît, les passagers du vol 570. Je vois pas les bagages, Gérard. T'inquiète pas, attends un petit peu. Elle est un petit peu inquiète. La dernière fois, 10 jours de vacances au Maroc, perdu tous les bagages. On vient de passer 15 jours super. Avec les enfants, c'était bien, parfait. Mais là, on réalise un vieux rêve. 10 ans de mariage. On se fait une semaine de folie dans un palace, sur la côte, le soleil, la voiture, la totale. Patrice est boucher. Il aime la viande et les vacances. Il va passer 3 semaines avec sa femme, sa mère et sa fille dans un camping.
Ça y est, on est arrivé, hein. Ah, bah, Léon, il n'est pas trop tôt. C'est notre maison secondaire. On vient en vacances dans notre caravane. Ah, il n'y a pas de pétanque aujourd'hui. Aujourd'hui, on installe. Eh ben, il faut que tu relèves, là. Et puis c'est pas léger, ça, il est marrant, lui. On peut rien confier à une femme. Pendant ce temps-là, en Normandie, on s'organise. Rebecca, est-ce que tu viens me montrer ta chambre? Non. Ah, elle veut pas. Vous venez ou je vais voir toute seule votre chambre? Il marche plus. On va déjeuner. Et ça, c'est les livres. Bah, dis donc, j'en ai des choses à lire. Maman? Oui. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir tous les parents partir. Là, au moins, j'ai tous les petits-enfants tout à moi et c'est un bonheur fou. Au revoir, maman. À tout à l'heure, maman. Au revoir. Au même moment, nos deux tourtereaux n'ont qu'une envie, découvrir l'hôtel. Je me laisse la clé? Voici. Ah, il fait bon. Oui. Super. Voilà, donc vous avez la salle de bain ici, un dressing de ce côté-là. Oui. Le salon, pour vous désaltérer, il y a un mini-bar qui se trouve là. Utile. Super. Voilà, vous avez une super vue sur la baie de Pamplonne. Avec la mer? Oui. Magnifique. Génial, hein? Ouais, Regarde. 10 ans de mariage, ça va être sympa, oui. Superbe. Regarde la salle de bain, chérie. Magnifique, hein? Tout Regarde. Ok. Il y a l'eau courante. Absolument. Merci. On vient d'arriver et je crois qu'on va faire la piscine, oui. En premier, la piscine. On est pressé de tout. On est pressé de se reposer. On est pressé de prendre notre temps. Paradoxal. Je suis en train de bien m'installer comme il faut, là. Là, maintenant, on n'a plus qu'attendre. Là, la maman, elle est en train de discuter avec les copines. Tout le monde va bien? Oui. Et vous? Oui, faut bien, hein. Quand ça va pas, on fait aller. Voilà. Jean-Marianne. D'habitude, il y a des potes qui viennent m'aider, mais là, les potes, ils doivent être à la pétanque. Alors, quand c'est l'heure de la pétanque, on est arrivé à une mauvaise heure. Marie-Paul. Je suis pressé d'être demain, pour être dans mon relax, en train de me relaxer. Bonjour, Martine. Le frigidaire, c'est un outil indispensable en camping, parce que si on n'a pas le frigidaire, c'est la fin. Là, quand elle va être installée, ma mère, elle va faire la tambouille. Voilà. Hein? Voilà. Chacun son rôle. Ah, ben oui, hein. Ce qui compte maintenant, c'est de se reposer et de se relaxer, pour plus penser à ses soucis. Et là, maintenant, c'est les vraies vacances qui commencent. Moi, je suis venu ici pour être peinard, mais vu le monde, c'est un peu loupé, hein. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Là encore, il n'y a pas trop de monde. Vous seriez venu l'année dernière. Si vous connaissez une combine pour être seul sur la plage, il n'y a pas de problème, j'achète. Vous voulez être seul sur la plage? Voilà la solution. Bon. Rassemblement. Présente. Où sont les valises? Là? Où ça, là? Là? Ah oui. Tu sais qu'on part dans 4 minutes, tu le sais, ça. Oui. Qu'est-ce que je suis contente. Tout est prêt? Bon, tout est prêt, oui ou non? Je crois. Tu crois ou t'es sûr? Je suis sûre. Qu'est-ce qu'on va être bien là-bas? On va être bien parce que sur la plage, on va être seul. Mais vraiment seul. Non seulement un peu seul, mais complètement seul. Tu me suis? Oui. C'est ce que tu voulais. C'est-à-dire c'est toi? Non, c'est ce que tu voulais. Oui, si tu veux. C'est pas si tu veux, c'est ce que tu voulais. Oui. Bien. Là-bas, il faut les vivre. T'as fait les courses? Affirmatif. Checklist. Alors, il y a les maillots, ton bleu et ton rayé, les tongs, les t-shirts. Les lunettes de soudeur, tu y as pensé? Dans la cantine. Les boules qui en Kevlar? Dans le vanity métallique. Les mots croisés? Dans le sac étanche. La crème solaire, protection 257?
Avec les serviettes MKZ35. Et le compteur? Il est prêt? Non, c'est pas il est prêt, c'est il est où? Dans ton sac, avec les masques et les tubas. C'est bien. Ah! C'est l'heure de taxi temps. Si on mettait les combinaisons? Maintenant? T'es fou. C'est jamais. Et on va où? Mururoa. Pour être seul sur la plage, profitez des essais nucléaires. Moi, en vacances, je perds un temps fou à essayer de retrouver mes clés de bagnole. Moi, je perds un temps fou à me demander si à la rentrée, je vais réussir à arrêter de fumer. Moi, je perds un temps fou à me demander pourquoi, à chaque fois que j'emmène ma femme en vacances, elle fait la gueule. Mais même quand on ne se pose pas ce type de questions, c'est fou le temps qu'on perd en vacances uniquement parce qu'on est en vacances. Estimation. Entre la cuisine, la vaisselle et les carreaux, temps perdu sur les vacances, 2 heures par jour. Et c'est pas tout. Quand on va à la plage, entre les matelas gonflés, les gamins à s'occuper, à prendre l'eau fraîche, la glacière, le parasol, la poussette et tout, on perd un temps fou. En effet, à la plage, entre l'installation du matériel, le gonflage des bouées et des matelas, temps perdu 25 minutes par jour. Alors moi, quand je gonfle un matelas, je perds du temps et vraiment, ça me fait chier. Pour aller se baigner, temps perdu, 1/4 d'heure pour les frileux, 3 secondes pour les frimeurs. Pour s'étaler de la crème, comptez 5 minutes pour les maillots 1 pièce, 10 minutes pour les 2 pièces, 20 minutes si on est amoureux et coquin. Quand je passe de l'huile solaire sur mon mari, pour moi, c'est du temps perdu. L'opération étant renouvelée 4 fois, vouloir se protéger nous bouffe 2 heures de vacances par jour. Temps perdu à vouloir faire du sport alors qu'on est nul, 1h15. Temps perdu à se cramer les pieds quand le sable est brûlant, 8 minutes par jour. Nettement plus si c'est des galets. Le mec qui va sur une plage de galets, il est pas normal. Il comprend rien et à mon avis, il est maso, c'est un pervers, c'est pas vrai, c'est pas possible, je comprends pas moi. Temps perdu à enlever le sable du beignet du petit, 5 minutes par jour. Nettement moins si c'est des galets. Temps perdu à mater des filles qu'on ne se fera jamais, 47 minutes par jour. Temps perdu par les bambins à faire des châteaux alors qu'il y a toujours un pont pour les écraser, 2h25. Pour se faire bronzer alors qu'on sait qu'en 15 jours, il n'y aura plus rien, 4 heures par jour. Pour essayer de pêcher alors qu'il y a tout à la poissonnerie, 2h13. Pour apercevoir le popotin de sa voisine de serviette, 2 minutes 10 par jour. Pour regrouper la famille, pour regrouper le matériel, pour se regrouper à la voiture, 22 minutes. Pour s'essuyer les pieds parce que le sable dans la bagnole ça fout les boules, 7 minutes par jour. Et quand il pleut depuis 2 jours, temps perdu... 2 jours. Résultat des courses, sur un mois de vacances, il nous reste 4 vraies journées de détente, ce qui est nettement suffisant pour attraper des coups de soleil. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Moi, je veux te dire, je préfère prendre un coup de soleil qu'un coup de pied au cul, parce que des coups de pied au cul, j'en prends toute l'année, que ce soit par mes vues ou à l'école, alors que des coups de soleil, j'en prends que l'été. Ah oui, j'ai attrapé des coups de soleil, vous voyez ça. C'est un vrai calvaire parce que ma femme, je peux plus encore dormir avec elle parce qu'elle peut plus me toucher, rien du tout, parce que vous voyez un peu le boulot. Ce qui est drôle dans les coups de soleil, c'est que quand t'enlèves ton calbut le soir, t'as l'impression d'en avoir un autre. Moi, je suis embêtée pour danser des slows parce que j'ai des coups de soleil sur les épaules, alors ça me fait mal. Moi, j'aime bien ma femme quand elle a des coups de soleil, parce que quand elle pèle, je peux lui retirer ses petites peaux. Moi, les coups de soleil, ça me concerne pas. J'ai mon père italien, ma mère du Sud, c'est tranquille. C'est pas des coups de soleil que j'ai, c'est l'enrosé du pays, quoi. De toute façon, les coups de soleil, c'est comme la varicelle, une fois qu'on l'a attrapé, on est tranquille. Moi, ce qui m'embête, c'est que depuis que j'ai attrapé des coups de soleil, elle n'arrive pas à déloger Colin qui reste en tête du classement de cette semaine presque pro. Inédit, découvrez la nouvelle saison des Apprentis Aventuriers, aujourd'hui à 19h50.
C'est le dernier jour de cette semaine presque pro. Ce soir, nous saurons qui va remporter la grande victoire. Et pour clore la compétition en beauté, c'est Julie, notre pétillante parisienne, qui nous reçoit. Salut, moi c'est Julie. Je vous invite à venir découvrir avec moi mon thème Thaïlande chic. Allez, go! Et pour mettre toutes les chances de son côté, notre belle fashionista sait se mettre en valeur. La mode, c'est son truc. Et elle compte bien charmer ses invités ce soir. Dans la vie, je suis très féminine, j'adore prendre soin de moi. Mon apparence est importante pour moi, c'est l'image que je renvoie aux autres, donc il faut qu'elle soit nickel chrome. Et on a l'impression qu'il n'y a pas que vos tenues qui sont nickel chrome chez vous. C'est tellement important pour moi d'avoir un intérieur nickel chrome, bien rangé, bien aligné. Si la télécommande, elle n'est pas alignée avec la télé, qui n'est pas alignée avec le tapis, qui n'est pas alignée avec la table basse, je me sens mal. Julie, vous ne seriez pas un peu excessive avec le rangement et le ménage? Vous nous faites peur, là. Ah là là, ça c'est l'histoire de ma vie. Plus je vieillis, plus je deviens maniaque, mais folle, quoi, avec des vrais tocs. Mais bon, en tout cas, ça sent le propre chez moi tous les jours. Et on imagine qu'en cuisine, vous êtes tout aussi maniaque. On se trompe? Je suis hyper organisée en cuisine, donc c'est hyper important pour moi d'avoir un plan de travail propre. Et Julie, elle aime tellement la cuisine qu'elle pense même sérieusement à se reconvertir pour en faire son métier. Vous nous expliquez? J'aimerais lancer une chaîne de restauration rapide pour le midi, élaborer des recettes, les proposer pour les gens qui ont envie de bien manger le midi. Bah tiens, allez-y, montrez donc à vos potentiels futurs clients ce que ça donne un petit plat du midi confectionné par vos soins. Une assiette, c'est un peu comme un mec, hein. Il faut que ce soit très beau à regarder avant de le goûter. Julie, voyons, il y a des enfants qui nous regardent. Bon, si on passait à votre ingrédient fétiche, plutôt l'ingrédient qui vous ressemble, on vous écoute. Je serais du vinaigre de riz, parce que ça apporte une petite touche acidulée au plat, tout comme moi, je suis assez Pepsi dans la vie. Et du peps, il va vous en falloir pour affronter les épreuves de la chef Justine de Top Chef. Avant de vous imposer son ingrédient mystère, elle a un petit message à vous faire écouter. Ça y est, on y est, c'est toi qui vas clôturer cette incroyable semaine spéciale presque pro. Et tu t'imagines bien que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors j'espère que t'as pas trop la trouille. Mais sois cool quand même, s'il te plaît. Julie, vous n'avez pas l'air très à l'aise. C'est le message de chef Justine qui vous perturbe? J'ai peur de l'ingrédient mystère. Je me dis, mais comment je vais faire? Ah non, j'ai hâte de découvrir ce que c'est en tout cas, parce que le suspense, là, il est à son comble. Allez, on vous laisse ranger votre appartement avant son arrivée. Le temps d'aller voir ce que Julien, Maëva, Colin et Ambre imaginent à la lecture de votre menu presque pro. Thaïlande chic. On prend l'avion, on va en Thaïlande. Je connais pas du tout la Thaïlande. C'est quoi la capitale de la Thaïlande? Ah mais c'est Dubaï du coup, la capitale de la Thaïlande. Voilà. Dubaï, bien sûr. Colin, notre prof d'histoire géo, vous pouvez aider vos camarades, ils ont du mal à situer. La capitale de la Thaïlande, c'est Bangkok. Julie, vous avez perdu Ambre avec votre menu exotique. Alors, on va voyager? Je les amène en Thaïlande. J'ai fait ce thème parce que j'ai vécu 1 an à Singapour et j'ai adoré découvrir cette cuisine asiatique. Et on mange quoi en Thaïlande pour l'apéritif? Frits ou un boucher, ils sont à se damner. Damner? Damner, je sais même pas ce que ça veut dire. Frits. Moi, les trucs frits, va pas nous faire des frites quand même. Colin, notre Belge, ne serait pas dépaysé avec des frites. D'autres idées plus taille, peut-être? Moi, je vois des crevettes, des samoussas ou des nems. Rouleau de printemps. Les petites bouchées, ça peut être des tempura. Après, de là à se damner... ça peut être des insectes. Ben ouais, les insectes, ça peut être frit et en bouché aussi. C'est pas possible. J'espère qu'on me fera pas manger des insectes. C'est pas quelque chose qui me fait rêver. Julie, vous pensez que votre apéritif a de quoi faire rêver vos invités? Ça va être des chicken balls. Et puis à côté, j'ai fait un tempura d'oignons rouges. On passe à l'entrée. Mes gants et mes bas dans leur écrin exotique. D'accord, donc mes gants, un truc qui fait avec les mains et mes bas, un truc qui fait avec les pieds. Moi, je pense que c'est du homard. Mes gants, les pinces. Le bas, la queue de homard. Ça ne me parle absolument pas. Si on prend gants et bas, ça fait gambas. Wow. On est sur un petit jeu de mots. Hein. D'accord, ok, on en est là. J'adore les gambas. Bon, il fallait le trouver celui-là. On doit être sur le fils de Colombo. Peut-être une brochette de gambas. Leur écrin exotique, ça me fait tout de suite penser à des fruits exotiques. Peut-être du litchi, ou des agrumes. Ou peut-être du fruit de la passion. Moi, ça me donne pas très envie, le côté sucré-salé. L'écrin, ça doit être de la feuille. Peut-être dans une Saint-Jacques. Des ravioles de gambas. Julie, on aimerait connaître le secret